Et bien bienvenue en Écosse. Salut toi! Bienvenue dans cette vidéo où je vais raconter un petit peu mes vacances en Écosse. Donc je pars 13 jours où je fais la côte ouest, où je vais sur l'île de Skye, je reviens du côté d'Inverness, je fais toute la côte est et je finis par Édimbourg. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui va tout simplement documenter et garder en souvenir ce merveilleux voyage de l'Écosse. J'ai eu le temps un petit peu de parcourir Glasgow, j'ai atterri à Glasgow. Le voyage n'a pas été des plus joyeux, mais c'est pas grave. J'ai un petit peu visité, j'ai fait des rencontres déjà improbables, des policiers qui m'indiquent dans quel bar où aller on peut prendre une bonne bière et un bon repas. C'était très sympa comme bar. Et qui dit Écosse dit bien sûr haggis. C'est une panse de brebis farcie avec tous ses abats, ses frilles et tout ça. Donc je me suis risquée à goûter et en fait c'est délicieux. Et sachez que ça composera pratiquement tous mes repas pendant 2 semaines, tellement j'ai aimé ça. Je suis en pyjama, prête à aller me coucher, à commencer le road trip. Et here we go! Alors aujourd'hui, j'ai pris un bus pour sortir de Glasgow et me diriger vers le Lennox Castle, qui est un château abandonné. Là, on se retrouve un peu dans la pampa anglaise, qui est magnifique. J'ai commencé à voir mes premières montagnes avec les nuages bas, bien clichés, et tellement beau. Et donc là, je me dirige un peu sur un chemin boueux où je suis toute seule, ça fait un bien fou et j'ai plus qu'à suivre le GPS parce que je suis complètement perdue. Là par exemple je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite. On se retrouve au Lennox Castle. Bisous. Après 40 minutes de marche dans la forêt, les arbres s'écartent et au loin se dresse la silhouette du Lennox Castle. Construit en 1841, il fut le symbole d'une famille aisée avant que ses murs ne deviennent ceux d'un hôpital psychiatrique en 1927. Mais en 2002, les portes se ferment définitivement suite à des histoires sombres. Malnutrition, maltraitance des patients et un manque cruel de personnel. Aujourd'hui, la nature recouvre lentement ce qu'il en reste. L'air est lourd, chargé de mémoire, et puis finalement je reprends la route. Le château disparaît derrière les arbres, englouti par la brume, et moi, je continue mon périple. Bon, le Lennox Castle c'est fait, c'était incroyable, et j'ai rencontré une dame, j'étais toute seule, hein. Franchement c'était vraiment top, et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Suzy, je crois. J'ai déjà oublié son prénom, la pauvre. Qui vient de Glasgow. C'est la première fois qu'elle visitait aussi le château.
Et fait intéressant, elle me disait que parce que je lui ai expliqué que nous en France, quand il y a des endroits abandonnés comme ça, ils sont un peu dévastés. Même si tu as les gens qui font de l'urbex et compagnie qui sont très respectueux, les gens change de cadre. Les gens qui viennent pour se bourrer la gueule, des squatteurs ou des trucs comme ça, laissent un lieu assez sale. Donc chez nous, les endroits abandonnés, ça craint un peu. Et elle m'expliquait qu'ici, c'est pas du tout le cas. Les lieux abandonnés sont très respectés. Même s'il y a des jeunes qui viennent boire un coup, faire la fête ou ce genre de choses, ils laissent rien derrière eux. Et effectivement, j'ai remarqué que le site était très propre. Il y avait quelques tags bien sûr, mais de manière générale, on se sent assez en sécurité. Et puis, je pense que c'est un lieu abandonné assez connu. Donc très respectueux là-dessus. Bonne surprise. Et voilà, donc là je me dépêche pour aller reprendre le bus pour aller à Glasgow, enfin pour retourner à Glasgow, parce qu'il y a encore une grosse journée, il est que 10h. Et là il me reste pas mal de choses. Donc voilà, bon, bah écoutez, moi je me dépêche, je fais mon petit chemin et on se retrouve à Glasgow. Salut! Après avoir profité une dernière fois du calme et du silence de l'endroit, je retourne à Glasgow visiter le Kelvin Grove Museum. La légende raconte que l'architecte se jeta dans le vide de la plus haute tour après avoir découvert qu'il avait battu son œuvre à l'envers. L'entrée n'aurait pas dû se trouver côté rue, mais côté parc. Construit en 1901, ce bâtiment transformé en musée m'a pas mal étonné, car on se perd dans un enchevêtrement de salles incohérentes, des animaux empaillés en passant aux toiles françaises, de l'histoire de Glasgow à l'univers de Mackintosh, qui était un architecte et aquarelliste de la ville. Rien ne se répond, et pourtant tout s'enchaîne facilement. Et je me rendrai compte plus tard que tous les musées visités en Écosse sont comme cela. Un espèce de sans queue ni tête artistique. La majesté du lieu, par contre, n'a rien à nous envier. Le hall principal s'élève comme une nef, veillant sur un orgue gigantesque dont les tuyaux semblent prêts à libérer une musique solennelle. Mais le destin m'appelle ailleurs. Et je quitte ce magnifique bâtiment pour en rejoindre un tout aussi beau, l'hôtel de ville. J'ai pris rendez-vous pour une visite guidée de l'hôtel de ville de Glasgow. Donc, même si j'ai pas tout saisi, je vais essayer de vous partager ce que j'ai retenu à ma manière. Le bâtiment fut inauguré en 1888 par la reine Victoria. Un projet pharaonique qui coûta bien plus que prévu. Dès les premières salles, on comprend pourquoi. Marbre, dorure, peinture, tout respire la grandeur et la puissance de Glasgow à l'époque victorienne. Dans la salle des conseillers, les sièges en cuir rouge entourent le trône du Lord Provost, qui n'est autre que le maire de la ville. Aujourd'hui, c'est une femme qui occupe cette fonction. Puis vint la salle des banquets, un lieu solennel réservé aux grandes réceptions. On y entre par 4 portes monumentales, chacune surmontée d'une peinture symbolique. Il y a la guerre, la liberté, la paix et le portail, qui rappelle la séparation et les années de conflit entre l'Écosse et l'Angleterre. Toutes ces portes ont un sens lorsqu'elles s'ouvrent, sauf celle de la guerre, condamnée à rester close, comme une promesse silencieuse d'éviter les affrontements politiques. Et puis, il y a le lion. Au pied de l'escalier trône un lion, considéré comme porte-bonheur. Frotter son museau garantirait la réussite d'un conseil ou d'une entrevue politique. Bien évidemment, étant un petit peu germaphobe, j'ai laissé les gens lui toucher le bout du nez, sans pour autant, moi, y mettre la main. Et je termine ce premier jour à Glasgow avec la cathédrale. De l'extérieur, la cathédrale ne paraît pas si impressionnante.
Je me suis même dit, c'est tout petit. Mais en franchissant ces portes, tout change. L'ombre domine, la pierre se fait austère et noble, et la dentelle gothique s'élève vers les voûtes. La construction de l'édifice a commencé au XIIe siècle. Le plafond, lui, a subi de multiples restaurations. Mais certaines poutres datent encore du XIVe siècle. En écoutant un groupe de touristes français, j'ai appris ce qu'était un jubé. C'est une tribune en bois ou en pierre, séparant le chœur de la nef, comme une clôture symbolique. Dans la crypte repose Samungo, le fondateur légendaire d'une communauté monastique au VIe siècle. La nécropole qui est juste derrière, elle m'a laissé une impression plus mitigée. J'aime bien flâner dans les cimetières, tout y est calme et reposant. Mais ici, le recueillement se perd dans l'agitation. Trop de visiteurs, parfois irrespectueux. Avec le vent qui s'était levé, j'ai finalement préféré écourter ma promenade. Et c'est ainsi que s'achève ma journée à Glasgow. Alors, dernier jour, enfin deuxième et dernier jour à Glasgow, qu'est-ce que je pense de cette ville? Je ne sais pas. En fait, il y a des quartiers, alors comme toute grande ville, il y a des quartiers qui sont un peu classiques, victoriens, donc qui sont très beaux. Et à contrario, beaucoup de bâtiments dans la ville sont juste des blocs. Donc c'est pas très joli. En plus, alors, le trafic à Glasgow, soit c'est en travaux, soit il y a 1000 bus, des bus partout. Même bus qui peuvent ne pas s'arrêter, même si tu leur fais coucou, ou tout simplement disparaître. C'est-à-dire qu'un bus est censé arriver dans 2 minutes, ce bus ne vient jamais et il disparaît de la note des bus suivants dans un an. Voilà, cette vidéo est un peu trop longue. On est sur presque 4 minutes. Je pense que je vais cut des choses. Mais voilà, je suis assez fatiguée. Beaucoup marché. Donc je vais préparer mon sac, préparer mon road trip de demain. Et au dodo. Allez, à demain. Bonjour tout le monde. 6h du matin, départ de Glasgow. Hier, j'ai complètement changé mes plans. Je devais aller à Fort Williams, déposer mes affaires et avoir l'après-midi de libre. Finalement, j'ai tout changé. Donc je n'arriverai à Fort Williams que pour genre 18h. Et donc là, on va aller prendre le métro pour prendre le train qui nous emmènera quelque part. Et après, ça sera la surprise. Mais on change les plans. Voilà, c'est aussi ça les road trips. Allez, à plus!
Je viens d'arriver à Glenfinnan, qui est l'endroit iconique de l'Écosse. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut laisser notre sac dans la station. En fait, la station, c'est un musée du train qui est hyper intéressant à regarder. Ce petit musée, géré par une association, a été construit en 1991 pour retracer toute l'histoire du West Highland Railway, qui est la ligne ferroviaire qui relie Glasgow à Mallaig. La construction commença en 1889 et fut ouverte 5 ans plus tard, et elle n'allait au début qu'à Fort William. C'est en 1901 que le tronçon jusqu'à Mallaig a été connecté. On y retrouve aussi plein d'accessoires utilisés à l'époque, dans une toute petite cabine où se trouvait avant la billetterie. Bon, on va y aller. Il y a un trail de une demi-heure à peu près, même si moi je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps, même si j'ai pas de sac. Et on va aller visiter tout ça. Allez, let's go, c'est parti, je vous emmène. La randonnée commence par un petit chemin qui est calme et tranquille, assez facile, bien balisé, mais par la suite je me rends compte que le chemin il est traître. Ça monte d'un seul coup pour revenir sur du plat, puis de nouveau une montée, puis de nouveau du plat. Et faudrait savoir, hein, soit on monte, soit on marche, mais faites pas des feintes comme ça. On croit à chaque fois qu'on est arrivé à la destination. Le temps de ramasser mes poumons qui sont tombés par terre, j'en profite pour faire une pause, pour admirer la vue sur le lac et ses nuages. Tout est calme et silencieux. Et puis soudain, je l'entends au loin. Ça y est, le train est passé. Là, je vais essayer d'aller au Loch Shield, qui est le loch que j'ai pris en photo et qu'on a vu aussi sur le plan drone. Il m'a l'air loin. Après, j'ai un train à 16h55, donc j'ai encore le temps. Il est 14h30. Ça fait encore de la marche. Déjà, le chemin pour venir était compliqué. Là, après, c'est que de la descente, mais j'avoue que je pars un peu à l'aventure. Normalement, sur Google Maps, je vois que ça se connecte. Donc, on va tenter. Et puis, si je me perds, je me perds. J'arrive sans souci à trouver mon chemin pour me retrouver face à 20 km² d'eau sombre qui fut autrefois une frontière naturelle entre les provinces des seigneurs. Le lac s'étend sous mes yeux de moldu, mais je le sais, Poudlard est là, dissimulé par la magie. Et je ne sais plus si je contemple un loch ou la porte vers un univers que l'on garde en soi, comme un secret d'enfant qu'on n'a jamais vraiment oublié. Que dire de cette journée? Elle était épuisante physiquement, émotionnellement. Mais alors, quel bonheur! Quel bonheur! Enfin, des landes écossaises, le viaduc, ça m'a ému, j'étais aux anges. Une fois arrivé à Glenfinnan, on démarre, on va voir le train. Et très émouvant, très très émouvant. Et c'est surtout que là où j'étais, en fait, j'avais 100 mètres à faire, enfin juste tourner le long de la montagne. Et il y avait un spot encore plus près des rails. Et là, ça aurait été super. Par contre, je pense que c'est là où tout le monde s'installe. Parce que bizarrement,
Je voulais pas filmer. Mais on était très peu là où on était. On devait être une petite vingtaine. Donc ce qui n'est pas énorme. J'ai vu des vidéos où il y a des gens, c'est noir de monde. Je divague, c'est terrible. Mais là, je suis très fatiguée. Là, je n'ai plus aucune notion. Je sors de la douche. Je me suis dit, je fais la vidéo rapidos. J'évite de m'étaler. Et après, au dodo. Et j'ai fait que pleurer. Aujourd'hui, j'ai fait que pleurer. J'ai vu l'élan d'Écossais, j'ai pleuré. J'ai vu le train Harry Potter, j'ai pleuré. Je me suis posée dans le lac. En plus, j'avais de la chance, j'étais toute seule. La rue. La rue. Comme ça. Oui, que je n'oublie pas de vous dire. Sachez que les stations de train sont en anglais, enfin le nom, et du gaélique. Parce que le gaélique était beaucoup plus parlé dans le nord en fait de l'Écosse. Tout ce qui est les Highlands, l'île de Skye et tout ça, on parle, et même maintenant, hein, c'est une langue devenue familiale si je puis dire, ce n'est pas le langage courant, mais dans les vieilles familles, on parle le gaélique. Les grands-parents parlent le gaélique. Et c'est une langue qui s'est perdue. C'est à partir du XIIe siècle où en fait le Parlement écossais a décidé que le gaélique était quelque chose de barbare. C'était vraiment c'est sale, c'est violent, c'est barbare. Donc le gaélique s'est perdu un peu, surtout qu'en plus quand on enchaîne avec le XIIIe et le XIVe siècle, où là il y a eu des problèmes économiques au niveau des territoires et tout ça, les gens du Nord ont migré vers le Sud. Et comme c'est les gens du Nord qui parlaient le gaélique, bah, le fait de migrer a fait que cette langue s'est perdue. L'histoire écossaise est incroyable. Je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne journée si c'est... Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Très bonne quelque chose. Bonne Saint-Valentin, joyeux Noël. Et moi je vais aller dormir. Du repos du juste. Allez, ciao! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite balade dans la montagne de 40 minutes. Il y a beaucoup de vent. La suite, la fin de mon road, normalement je suis censée utiliser le drone, mais vu le vent, j'ai un peu peur de l'utiliser. De toute façon, j'ai toujours peur de l'utiliser, qu'il se passe quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi. Je ne vous dis pas où je vais, mais je vais vous faire découvrir la montagne écossaise. Allez, on y va! Vous voyez la dame là? En fait c'est le passage. Il faut marcher sur une putain de corde. Ça j'avais pas vu. Hein. Elle y va, hein. Elle est pas vieille. Hein. Elle est plus courageuse que moi. Et moi j'ai le vertige. Il y avait un autre chemin beaucoup plus sûr. Et après 40 minutes de crapahutage dans les rochers, j'arrive enfin à ma destination. Face à moi apparaît la cascade de Still, jaillissant d'un vallon de plus de 120 mètres de hauteur. En gaélique, on l'appelle Hanstinbane, qui veut dire le jet blanc. Ici, tout résonne. La pierre,
l'eau, le vent. C'est comme si l'Écosse s'offrait un petit peu à moi. Sur le chemin du retour, les gens commencent à affluer. Le passage devient donc très vite encombré. Mais politesse oblige. Morning. Hi. Morning. Hey, be careful. Morning. Hello. Morning. Morning. Je croise des gens courageux. Les mecs courent en montagne. Ah, les gens qui courent. On va éviter de les filmer. Tu vois, Tom. Les mecs sont tellement fastes que j'ai eu le temps de les croiser 2 fois. Je râle. T'as 2 mecs qui forcent le passage et ils disent un truc en français. Enfin, je reconnais le français. Je lui dis, donc on parle la même langue, donc on va passer. Priorité à ceux qui montent, surtout que je suis déjà engagée. Et un des mecs qui me dit, ah les bonnes femmes, déjà d'une, les règles à montagne, c'est priorité à ceux qui montent. Et de 2, soyez polis. Je pense qu'on est tous en vacances. Beaucoup. Que des Français. Et il y a toujours un truc pour me remettre dans une aigreur qui m'énerve. C'est fou d'être comme ça. T'es en vacances, il y a des paysages magnifiques. Et t'as 2 tocards qui viennent Longtemps. Ça fait 34 ans qu'on me dit « Laisse couler, c'est pas grave ». Non, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Regardez, je suis en Écosse, en pleine montagne. Et je suis une Parisienne qui est en train de râler en montagne à cause de 2 tocards. Je retire ce que j'ai dit. Tous les Français sont pas des connards. Mais je suis en route vers mon prochain but. Le All Boat of Cole était un bateau construit en 1975 pour servir à la pêche. Mais lors d'une tempête en 2011, les amarres ont cédé, ce qui a fait que ce bateau a dérivé et s'est échoué, créant ainsi un décor atypique sur les rives. Le Loch Linnhe est un loch marin qui suit une faille terrestre. La légende raconte qu'il est le domaine d'un Irushga, un esprit aquatique à la forme de cheval, dont le dos pouvait accueillir tous les enfants qui souhaitaient le monter. Mais lorsque ceux-ci s'y installaient, le cheval d'eau galopait jusqu'au lac le plus proche pour noyer et dévorer les enfants sur son dos. Monsieur ? Oui, c'est à vous que je parle. Pour ou contre l'indépendance de l'Écosse ? Et vous, mesdames ? Pour ou contre l'indépendance de l'Écosse ? Vous en pensez quoi ? Elle reste muette. Vous avez compris ? Muette, mouette. Ça, les gars, là, c'est un énorme orage qui arrive. Ça, on va se prendre la sauce, là. Là, faut vite que je rentre. Parce que le temps écossais est en train de m'attraper, là. Et ben, au moment où je coupe la caméra, mon téléphone se met à vibrer et à faire une alerte. Et je reçois un gros screenshot sur mon écran. Ceci est un test d'emergency. Si vous le recevez, ne faites pas gaffe. Mais genre, pile poil au moment où je filme le gros orage qui arrive, je reçois ça. C'était... j'ai paniqué. Je savais plus quoi faire. Bon bah voilà, je rentre du loch. Je vais rentrer à Fort Williams. Je vais faire un petit tour. Je vais aller visiter le musée qui est sur les Jacobites. Donc qui m'intéresse énormément. Et je vous filme ça. Hein. Là, ça y est. Ça flotte. Bon les gars, le musée est fermé. J'ai pas regardé les horaires, j'ai oublié qu'on était dimanche. Dommage. Dommage parce que vraiment c'est un musée qui m'intéressait. J'ai pas fait attention en fait. Mais en fait ce musée-là, c'est vraiment l'un des musées les plus importants sur la révolution jacobite.
C'est un musée de mémoire. Je vous ferai l'histoire des Jacobites parce que c'est incroyable comment en fait la violence ne résout rien. C'est des gens qui étaient vraiment convaincus, mais rien n'allait. Des gens avec plein de bonne volonté, mais alors rien ne fonctionnait comme ils voulaient. Bref, je crois que je vais rentrer. Je suis épuisée. C'est trempé. Bon bah voilà, je vais au sec, hein. Salut. Il faut savoir que derrière le nom de la ville, Fort William, se cache l'ombre du roi Guillaume d'Orange. Au XVIIe siècle, il fit élever une forteresse pour dompter les clans rebelles, surtout les Cameron, maîtres des Highlands. Pendant les soulèvements jacobites, le fort tint bon. Jamais les insurgés ne purent le prendre, malgré un siège acharné. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un écho lointain, recouvert par les façades de boutiques de souvenirs. Un carrefour pour les Highlands, touristique, peut-être trop lisse, trop aseptisé, mais animé malgré tout. Je suis épuisée là. Je viens tout juste de rentrer. Ouh, la dernière côte. En fait, Fort William, c'est en pente. Moi, je suis tout en haut. Je fais beaucoup trop de sport depuis 4 jours, alors que je suis une huître de base. Putain, j'ai même pas eu le tout, rien. Voilà. Sinon, Fort Williams, dites-vous que c'est un peu comme Disney. C'est le Disney de l'Écosse. Il y a une rue principale où tout est beau, tout est joli, les boutiques sont sympas. Les boutiques sont sympas, c'est beaucoup de gift shop, enfin de trucs souvenirs tenus par des Indiens. Fort Williams, non, j'ai pas aimé. Voilà, après, Fort Williams, je n'y suis restée qu'une journée. Peut-être qu'il y a d'autres trucs alentour, mais de ce que j'ai cru comprendre, les attractions à Fort Williams, c'est le musée, le Jacobite, le Bed Nevis, qui est la plus grande montagne d'Écosse. Ça, je ne le fais, non, faut avoir un bon cardio. Voilà, c'est une randonnée qui est plutôt compliquée, mais qui en vaut la peine. Si vous aimez la randonnée, que vous êtes avec une condition physique autre qu'une huître, hein, vous pouvez le faire. Ça, c'est magnifique, paraît-il. Et voilà, les Still Falls, Waterfall que j'ai faites. Voilà. En fait, quand j'arrive le soir, ou l'après-midi, je suis claquée. Putain, ça me rappelle que j'ai rien à manger ce soir. Maintenant, faut que je ressorte. Oh non, faut que je descende et remonte cette côte de l'enfer. Demain, départ pour Portree, l'île de Skye. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve pour demain pour l'aventure. Ciao. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e jour. Aujourd'hui, direction Mallaig pour prendre le ferry qui va nous emmener jusqu'à Armadale et après Portree. J'ai pas beaucoup dormi. Hier, c'était la fin du Z-Event, donc je me suis un peu couchée tard. J'ai regardé jusqu'au bout. Je me sens fatiguée. J'ai l'impression que le sac est plus lourd que d'habitude. J'ai des courbatures. En plus, j'ai envie de dormir dans le train, dans le bus, partout. Mais il faut regarder les paysages. Hein. Bon, je vous reprends plus tard. Salut!
malgré la fatigue, j'étais bien trop excitée pour fermer l'œil et je me suis laissée encore absorber par les paysages magnifiques qui défilent sous mes yeux. Maintenant, il faut attendre. Je croise un vieil ami que je n'avais vu que de loin. Et j'en profite pour visiter un musée d'histoire locale et des archives qui présente le passé de la région et la croissance du port qui est devenu le premier port de hareng d'Europe. Mon attention est surtout retenue par ces portraits superbes que je pensais être des photos, mais non, ce sont des dessins. Maleg est une toute petite ville, malgré le fait que ça soit un grand port. Donc j'en fais vite le tour et il est déjà l'heure d'embarquer sur le ferry. J'ai l'espoir de croiser une baleine, un orque, même un monstre de Loch, mais la mer reste calme. Le beau temps est avec moi depuis ce matin, les horaires sont tous respectés, alors que pourrait-il mal se passer ? Bon, eh bien, je viens d'arriver sur l'île de Skye. Je suis à moitié rassurée. Parce qu'il y a un bus qui va jusqu'à Portree. Et déjà, j'ai dû en fait décaler tout mon voyage. Enfin, tout mon voyage. À partir de Fort William, j'ai dû décaler pour bien me caler sur les horaires de ce bus. Et en fait, c'est ça que je dois prendre. Et ça, c'est barré. Et donc ça c'est barré. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès. Google Maps me dit qu'il est toujours actif. Le CityLink me donne pas plus d'informations. Donc en fait, là j'attends juste. Il est 14h42. Il est censé arriver en 25 minutes. Bah, j'espère qu'il va être là. Donc j'attends. Encore. Je me fais bolos. Et bah j'attends. En fait, ça y est, le mec m'a expliqué. En gros, si ça s'est barré, c'est parce que là, c'est les School Holidays Only. Donc, on est niqué. Donc ça, là, normalement, il vient pas. Donc, techniquement, je dois attendre celui-ci. Je rappelle qu'il est actuellement 14h45. Et il s'arrête ici, au Bradford Post Office. Et il ne va pas jusqu'à Portree. Mais ici, il y aura un autre bus qui pourra m'emmener. Mais voilà, c'est les petites galères. Je comprends pas, mec. Tu ne fais que le matin. Pourquoi toi, t'es parfait? Tu étais l'élu, c'était toi! Et comme une galère n'arrive jamais seule, voilà que la pluie s'invite. Donc je me retrouve dans le froid, l'humidité, ne sachant pas si mon bus va venir. Beaucoup d'incertitudes qui commencent à m'angoisser. J'essaye alors d'appeler ma mère pour entendre une voix familière, mais les téléphones ne fonctionnent pas. Alors j'attends. L'angoisse monte et la pluie ne s'arrête pas. Finalement, le bus arrive, mais l'inquiétude reste, car je me demande si le deuxième bus sera là. Est-ce qu'on arrivera à l'heure? Est-ce que je vais pouvoir arriver à Portree? Et si oui, à quelle heure? So I stay here for Portree. Okay. Yeah, so but Okay, so I stay here. Okay. Okay, thank you. Pauvre chauffeur à qui j'ai demandé 1000 fois la même chose. Je suis enfin dans le bus qui m'amène à Portree. Je peux enfin respirer. L'angoisse s'évapore et, malgré la vitesse excessive du conducteur, je peux enfin découvrir les magnifiques paysages promis de l'île de Skye.
tout ceci n'est rien comparé au jour suivant. Et après 13 heures de voyage, j'arrive enfin. Bon, je suis arrivée à Portree, enfin. C'était long. Et voilà, je suis arrivée à l'auberge de jeunesse. Donc j'en profite que les filles soient parties. Donc, je suis dans une auberge de jeunesse où on est 4 dans la chambre, mais on a une salle de bain privative. Bon, c'était la grande aventure aujourd'hui. Beaucoup d'arrêts, beaucoup d'attentes surtout. C'est moi qui ai l'idiot, je me suis fait avoir. Hello. Je me suis fait avoir, je suis arrivée la dernière. Excuse me. Je suis arrivée la dernière, donc c'est moi qui ai l'idiot. J'aime pas ça. Voilà, je vais pas délitérer pendant longtemps. Je vous fais des gros bisous et on verra demain au réveil. Bon bah ça y est, on y est. On est sur le Holman Stand. Je suis pas du tout rassurée. Surtout que je vois que le début, dès le début ça grimpe en fait. Voilà. Plus je suis... Il y avait les places pour clair-obscur. Et tout est parti en genre 3 minutes. Donc on va... Il n'y a rien qui va ce matin. Je suis pas... Ouais, je suis un peu stressée. Je me dis, il y a rien, c'est la montagne. Si j'ai besoin, je m'arrête, je fais demi-tour. Il n'y a pas de... Mais en même temps, j'ai vraiment envie de le faire pour aller voir le paysage. Mais faut savoir... faut faire attention, la montagne, ça peut être un danger. Donc voilà. Bon, je filmerai pas la montée parce que je vais devoir me concentrer sur mes jambes et attendez, le cadre est plus sympa avec la montagne derrière. Donc ouais, sur mes jambes et sur mon souffle. Et j'espère que je vais réussir quand même à me dépasser là-dessus et à réussir à monter. Au pire, c'est pas grave, on fera une petite balade à Portree, on se démerde. Voilà, mais bon, bah écoutez, je vous reprends plus tard et soit en haut, soit en bas. Donc là, il y a 2 chemins pour monter. Donc ça, c'est le chemin des gens cool. Et ça, là, c'est le chemin des prouveurs. Les gens cool, bon, à un moment, ils prennent le chemin des prouveurs. Mais là, toute cette zone-là, c'est pour ceux qui veulent prouver. Parce que la jaune... Ça, c'est moderate, c'est gens cool. Strenuous, ça veut dire prouveur. Donc, c'est toute cette partie-là. Nous, on va monter par là et on va s'amuser, nous au moins. Le Holman of Storr est en fait le monolithe sur le sommet de The Storr, qui est la montagne. Il est nommé comme ceci car on dit qu'un géant y fut enterré et que son visage y est resté figé à la surface, défiant le ciel. J'ai beau y être allé assez tôt, il y a pas mal de passages, et j'essaye de me concentrer sur ma montée, car la pente, malgré le fait que j'ai pris le chemin des gens cool, est assez abrupte, et je sens que mes jambes commencent à fatiguer assez vite. Je fais alors quand même pas mal de pauses, profitant du paysage magnifique qui s'offre à moi, mais le sommet me paraît très très loin. Je m'arrête à la première étape. C'est hard. Bon, vous voyez mal, mais c'est magnifique, mais wow. Et la suite pour monter, c'est que des escaliers. Mais là, c'est complètement abrupt. On voit maintenant tout le monde. Non, fais le focus. Là, ça monte de ouf pour arriver là. Putain. Et en fait, le but, c'est tout là-haut. Donc, je m'en sens pas capable. Je me dis, j'ai fait la moitié. Mais là, les tibias, les mollets, putain, elle est dure. C'est chier. Je me retrouve dépitée face à moi-même. Mon ego en prend un coup parce que j'ai toujours été une très bonne marcheuse, surtout en montagne. Et puis merde,
Je suis dans un endroit surréaliste. Des films ont été tournés ici. Je peux pas abandonner comme ça. Et malgré tout... J'ai réussi à gravir cette montagne. J'ai douté, j'ai eu envie d'abandonner, chaque pas pesait, mais je n'ai pas cédé et mon désir de toucher le sommet a été le plus fort. Et je suis récompensée par un paysage époustouflant. Mais là, pour descendre, j'étais tellement pressée de descendre que j'ai pris le chemin des prouveurs. Donc là, limite, la descente est plus dure que la montée parce que tu dois contrôler ta vitesse. Donc t'es là, stop, va pas trop vite. Voilà, j'ai voulu faire la maline pour aller plus vite, très plus vite, en prenant le chemin le plus abrupt. Et au final, je me fais mal aux genoux. Et c'est en descendant mon Goliath avec fierté que je me suis dit que l'Écosse a vraiment un côté magique. Et je crois que je n'en suis qu'au tout début. Capitale de Skye, Portree est le point de départ vers les merveilles de l'île. On dit que c'est l'un des plus beaux villages du Royaume-Uni, mais soyons honnêtes, sans ces quelques maisons peintes du port qui sont très instagrammables, ce n'est qu'un petit village de pêche tout à fait charmant. Demain, je fais tout le tour de l'île pour en découvrir tous ses secrets. L'île de Skye, ou l'île des nuages, n'a pas toujours été écossaise. Elle était norvégienne à la base et n'est devenue qu'écossaise qu'à la fin du XIIIe siècle. Aujourd'hui, je suis avec un guide qui va nous transporter partout sur l'île en nous couvrant d'histoires, comme celle qu'on nous racontait au coin du feu le soir. Mais trêve d'histoire pour l'instant, nous arrivons à notre premier endroit enchanté. Les Ferrypools est un endroit où l'on raconte que les soirs de clair de lune, les Hiran descendent des montagnes pour se baigner et danser dans les bassins translucides. Ce sont des fées farceuses, voire un peu malveillantes. Alors, malheur aux humains qui oseraient les surprendre. On dit aussi que l'eau est un portail vers le Shii, le monde invisible des esprits. Les habitants croient à la magie bienveillante de ces eaux. On vient y plonger une main, laver un visage blessé, espérant la guérison sous le regard de ces ensorceleuses. Mais ce n'est pas le seul endroit féerique. Les Ferryglen, pour les plus terre-à-terre d'entre nous, ce sont des amas coniques formés sur plus de 100 000 ans dus à des glissements de terrain. Pour les côtés folkloriques, on dit que c'est le château caché des fées. On peut venir y déposer une offrande ou faire un souhait auprès d'elles. Mais attention, si celui-ci est orgueilleux ou cupide, les fées le retournent contre le souhaiteur. Un mot d'ordre ici, on contemple sans toucher, car sinon des tourments nous guettent. Si l'on sent le vent souffler soudainement, les anciens disent « ce ne sont pas des rafales de vent, mais les fées qui rappellent qu'ici, tu n'es qu'un invité ».
Nous continuons notre voyage en contemplant ces terres de légende. Et nous en profitons pour discuter un petit peu avec la faune locale. Salut toi. Il me montre son cul, il m'aime pas. Voici les fameuses vaches écossaises. Sachez que le taureau noir est très sensible aux phéromones féminins et si nous avions nos règles, on ne devait pas s'en approcher parce que sinon il chargeait. Le château de Dunvegan se dresse sur son promontoire rocheux, face au loch depuis 8 siècles. C'est le plus ancien château encore habité d'Écosse et il appartient au clan MacLeod. En haut de l'escalier qui est assez massif, leur blason prend vie avec une vraie tête de taureau et la devise « Hold fast » qui veut dire « Tenez bon ». Chaque chef du clan y a laissé une empreinte, un mur, ce qui fait que les styles s'entremêlent. Un peu de médiéval par-ci, un peu de victorien par-là. Et quand je disais que ce château est toujours habité, c'est parce que le clan existe toujours et qu'il appartient au 30e chef du clan. Hop, 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 hop. Ceci est la pièce maîtresse du château et son histoire est folle. Ce que vous regardez, c'est un drapeau. Voici le Fairy Flag des MacLeod. De nombreuses traditions et légendes entourent ce drapeau. On dit qu'il fut offert par une reine féerique, ou alors par des esprits descendus au clair de lune pour protéger un enfant. Brandi, il accorderait la victoire au clan, mais seulement 3 fois. Après, il s'effriterait, comme si son rôle de protecteur était achevé. 2 fois déjà son pouvoir aurait été invoqué. Éteindre les flammes d'un feu destructeur, protection au combat pendant les batailles, ou même qu'il aurait accompagné des pilotes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, le cours est terminé, on peut reprendre. Je n'ai pas trouvé ce château très intéressant. On a l'impression que tout est en placo et qu'on a dit « pose un bibelot par là, vas-y, ça passe ». Ça ne respire pas vraiment le vrai, l'authentique. Par contre, le jardin est magnifique. Tout autour du château, il s'étend, paisible et coloré, accueillant les pas du voyageur. Je n'ai pas eu le temps d'en parcourir chaque allée, mais j'ai pu sentir la sérénité de ces lieux, comme si les fées veillaient toujours sur Dunvegan et son peuple. On s'envole déjà vers un autre lieu et je remarque enfin ce qui me frappe dans ce paysage. Il n'y a pas d'arbres, pas de forêt. Alors j'interroge mon guide du pourquoi et la réponse n'est pas plaisante. Le désert écologique de l'île et de l'Écosse est catastrophique. Déforestation massive depuis des milliers d'années, le gouvernement essaye tant bien que mal de replanter, mais il ne replante principalement que des sapins d'Amérique du Nord, ce qui est une très mauvaise idée. Le pays n'étant pas assez ensoleillé, la hauteur basse et la densité de ces arbres font que le sol pourrit et la vie aussi. Et puis, l'invasion des cerfs et des chevreuils empêche beaucoup l'émergence des pousses d'arbres. Nous arrivons à Kerrang, qui n'est pas un simple relief. C'est une montagne qui vit encore, toujours en mouvement, souvenir de son origine volcanique. La route qui passe à sa base est toujours surveillée à cause des éboulements.
La légende raconte qu'il ne faut jamais siffler ou chanter ici, car les esprits de cette montagne n'aiment pas être dérangés. Et je finis cette journée étourdissante par la Kilt Rock, une falaise de 90 mètres qui rappelle un kilt écossais, et la Milt Fall, la grande cascade qui se jette directement dans la mer. Ici, rien ne se contemple avec les yeux, mais avec les oreilles. Le vent s'y engouffre, produisant d'étranges murmures qu'on pourrait prendre pour l'appel des Selkies. Eh ben, aïe, quelle journée. J'ai pas des mots, j'ai pas de mots. L'île de Skye est un endroit magique, folklorique, d'une beauté incroyable. Vraiment le tour qu'on a fait avec le guide, c'était, j'ai découvert les plus beaux coins du monde. C'était incroyable. Il n'y a pas de mots devant tant de beauté. C'est vraiment l'Écosse sauvage comme on voit dans les films, dans les photos. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu faire le Ness Point parce que le temps ne le permettait pas. Il y avait vraiment trop de vent. Et puis les nuages étaient très bas. Et en gros, quand on est arrivé à Dunvegan, il nous a dit voilà, moi je vous dis, là, aller au Ness Point, ça sert à rien. Vous verrez rien, vous verrez juste des nuages. Ça sera juste un temps perdu pour vous. Visitez plutôt le Dunvegan Castle. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit vous êtes sûr? Il dit on l'a vu le long de la côte. Là, le truc, on ne le voit pas du tout. Donc, en fait, c'est mort. Donc, j'étais un peu triste de ça. Mais bon, c'est les aléas. Hein. On peut pas tout voir. Le Dunvegan, il est un peu cher. C'est un peu cher pour ce que c'est. Bon, pareil, le Dunvegan, là, on a payé... j'ai payé 17 livres pour voir le château et le jardin. On avait 1h30 avec le guide. Je n'ai pas eu le temps de voir tout le jardin. Et le château est sympa, mais ça vaut pas... L'extérieur est plus beau. L'intérieur, c'est un château. Voilà. Non, moi, c'est vraiment les paysages qui me poirent. C'est fou. C'est fou. Voilà. C'est magique. C'est magique, on ressent l'essence druidique, on a envie de courir tout nu dans l'herbe, quoi. Et l'herbe, vous avez vu comment elle est verte? J'ai rien touché aux images, hein. L'herbe, elle est fluo, limite. Et alors après, je sais pas si c'était vrai ou pas. Parce que le guide, c'était un peu un troll, hein. Il me faisait beaucoup de blagues, on s'est bien marré avec lui. Mais je lui ai dit, mais pourquoi l'herbe est aussi verte? Et il me disait, c'est grâce aux crottes de moutons. Les moutons ont des déjections qui fait que l'herbe est magnifique à certains endroits. Et c'est vrai. Là où on voyait les moutons, l'herbe était vraiment très 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 verte. Voilà. Bon. Alors demain, c'est le départ de Portray. On quitte l'île de Skye pour aller au Helen Donnan Castle. Je sais pas comment ça se prononce. Là, on va arriver dans la partie du voyage qui est un petit peu moins sauvage. Donc là, l'Helen Donnan Castle, après Inverness, Aberdeen, et on terminera par Édimbourg. Oui, Édimbourg, là, je reste 3 ou 4 jours. Voilà. Bon, on est déjà à la moitié du voyage. Ça passe tellement vite. Mais je vois tellement de belles choses. Tellement incroyable. Bon, je vais vous laisser. On se dit à demain. Moi, je vais aller prendre une bonne douche, me reposer. Parce que demain, encore levé. J'ai fait aucune grasse mat. Je rêve d'une grasse mat. Peut-être qu'à Édimbourg, je pourrais me réveiller à 9h. Peut-être.
Voilà, bon, je vous laisse et à demain. Salut! Le lendemain, le départ est difficile. Je ressens une profonde tristesse en quittant l'île de Skye. Comme si l'on m'ôtait à une terre qui pourtant n'a jamais été la mienne. C'est une douleur étrange, celle de quitter un lieu où l'âme s'était reconnue sans jamais y être née. Je repense à tout le folklore qui imprègne ces terres, ces histoires qui m'ont fait rêver d'un monde féerique et fantastique. Sous la pluie battante, je quitte Skye le regard brouillé. Je murmure un adieu que je n'arrive pas à formuler, comme si partir me demandait un courage que je n'avais pas prévu d'avoir. Le mauvais temps m'empêche de m'arrêter au château. Je me contente de le contempler de loin, battu par le vent et la pluie. Plus loin, un loch légendaire s'étend. Je scrute ses eaux, espérant y deviner l'ombre de Nessie. Mais le lac demeure impassible, gardien silencieux de ses secrets. Ça y est, je suis arrivée à Inverness. Le chemin était long. Là, donc, je viens d'arriver. Je peux prendre ma chambre qu'à partir de 16h. Donc, j'ai mon gros sac, là. Je sais pas encore ce que je fais. Déjà, je vais manger. Parce que j'ai faim. Il est 13h, j'ai faim. Demain, je pars mon train n'est qu'à 18h. Donc, j'ai quand même pas mal le temps pour visiter. Surtout qu'Inverness, tu traînes un peu, mais c'est pas... Tu fais pas énormément de visites. Mais en tout cas, on va aller manger. Je décide d'aller directement à l'auberge de jeunesse me reposer après une journée fatigante. Et j'en profite pour flâner un peu avant de découvrir Inverness demain. Et nous voilà à Inverness. J'ai toute la journée de demain parce qu'au début je culpabilisais un peu en disant oh là là, tu vas prendre directement la chambre, tu visites pas et tout. Ouah, sauf que ça fait une semaine que je cours partout, à visiter 1000 trucs, à voir 1000 trucs, à apprendre 1000 trucs. Donc là finalement je me suis dit bon, prends-toi une journée, une après-midi off. Donc là je suis dans ma chambre d'auberge de jeunesse. Je ne savais pas que je suis dans une auberge de jeunesse où je suis solo en fait. C'est individuel. Je ne savais pas que ça se faisait. Mais c'est bien. Parce que j'ai fait 2 jours dans une auberge de jeunesse, 3 jours, je me souviens déjà plus. 3 nuits. J'ai fait 3 nuits dans une auberge de jeunesse avec des nanas qui étaient adorables, avec qui on a beaucoup discuté. Voilà, j'ai parlé avec des gens pendant 3 jours, quotidiennement, donc on est bien dans une chambre toute seule. Voilà, donc demain je vais visiter toute la journée. Voilà, mon train demain n'est qu'à 18h pour Aberdeen. On commence à se diriger vers la fin du voyage. Hein. L'île de Skye, c'était incroyable. C'était incroyable. Si vous venez en Écosse, c'est ça qu'il faut visiter. Je pense le nord des Highlands et l'île de Skye. Pas le choix. Pas le choix. Vous êtes obligés. Bon. Je regarde mon poignet comme si j'avais une montre. Mais il est 16h30 à peu près. Je suis déjà douchée, déjà en pyjama. C'est pour dire à quel point j'ai envie de respirer. Et on se dit à demain. Ciao. Bonjour. Bon, alors, aujourd'hui découverte de Inverness, donc qui est la capitale des Highlands. Je vous parle beaucoup des Highlands, mais vous savez peut-être pas forcément ce que c'est. Donc, je vais attendre que la voiture passe et je vais vous expliquer ce qu'est les Highlands. Les Highlands, c'est la région nord et ouest de l'Écosse. Un peu comme nous avec la Bretagne par exemple. Mais je pense surtout que dans ma tête à ce moment-là,
je pensais aux Jacobites. Donc, chose promise, chose due, voici l'histoire raccourcie pour comprendre un moment phare d'un tournant dans l'histoire d'Écosse. Tout le monde est là ? Bon, ok. Donc, en gros, 1688. Le roi Jacques II, monarque de la dynastie des Stuarts, est renversé lors d'une révolution menée par Guillaume d'Orange. Contraint à l'exil, Jacques trouve refuge en France. Guillaume d'Orange, ironie du sort, est marié à Marie, la propre fille du roi déchu. Et ensemble, ils deviennent roi et reine d'Angleterre. Mais tous ne l'acceptent pas. Les partisans de Jacques, les Jacobites, refusent ce nouveau pouvoir. Pour eux, la lignée légitime des Stuarts a été renversée injustement. Et vous me direz, pourquoi ils ne reconnaissent pas Marie ? Pourtant, c'est la fille de Jack, donc logiquement, c'est une Stuart elle aussi. Parce que Jack n'a jamais abdiqué. Il a été chassé de force par le Parlement anglais, et tant qu'il vit, lui seul reste le roi légitime. En acceptant la couronne, Marie a trahi son père. Et pire encore, elle règne aux côtés de l'homme qui l'a détrôné. Pour les Jacobites, c'est une trahison impardonnable. Trahir son sang, trahir sa dynastie, trahir l'ordre voulu par Dieu. Parce que oui, Jack était catholique, dans un royaume désormais protestant. Et sa fille, protestante elle aussi, incarne tout ce qu'il rejette. Aux yeux des Jacobites, Marie n'est plus la fille du roi, mais la complice de son usurpateur. Alors, il se soulève. D'abord, en 1689, c'est un échec. Puis, en 1715, pour tenter de remettre sur le trône Jacques-François Stuart, le fils du roi exilé. C'est un échec. En 1745, on tente encore. Charles-Édouard Stuart, le petit-fils du roi déchu, rallie les clans des Highlands et marche vers le sud. Mais c'est un échec. Et le 16 avril 1746, sur le champ de bataille de Culloden, près d'Inverness, tout s'achève. Les troupes jacobites sont massacrées par l'armée britannique. C'est donc la fin du rêve jacobite, et symboliquement, la fin de la vieille Écosse clanique. Après la bataille, les Highlands sont réduits au silence. Les clans sont désarmés, le port du tartan et du kilt interdit, le gaélique réprimé, les terres confisquées. Culloden ne marque pas seulement une défaite militaire, c'est la mort d'une culture, celle d'un peuple plein d'espoir, brisé dans son identité. Voilà en très gros ce qu'est le mouvement jacobite. Bon allez, on y retourne. C'est bien pour votre culture. Alors là je vais aller déposer mon gros sac près de la gare parce que comme je disais mon train est à 18h. Je vais aller déposer mon gros sac et on va visiter Inverness et on se rapproche de la fin du voyage. Ouais, bon, allez, découvrons Inverness. Et je commence ma journée par la Leakey's Bookshop, qui est la plus grande librairie des Highlands de presque 50 ans, et elle se trouve dans une ancienne église gaélique. La position stratégique d'Inverness causa sa déchéance. Beaucoup se disputèrent la ville, si bien qu'il ne reste plus aujourd'hui de bâtiments importants antérieurs au XIVe siècle. Je viens de sortir d'une boulangerie parce que j'ai vu pâtisserie française et je me suis dit oh tiens, pâtisserie française, et je vais aller tester, on va aller voir si on reconnaît le goût. Et en fait c'est une française qui vient de Vendée qui le tient. Elle habite Inverness, elle a déménagé pendant le Covid. Elle a dit meilleur moyen pour choisir une maison alors que tout est fermé. Et c'était très bon, c'était vraiment très très bon.
Ça m'a fait plaisir parce que, hormis le haggis, tous les plats que je mange sont fades. Il n'y a pas de goût. Vraiment, la bouffe écossaise, c'est un peu comme la bouffe anglaise, quoi. C'est un peu déprimant. Ma promenade m'amène le long de la rivière Ness, où l'on peut voir le château d'Inverness, toujours fermé et en travaux. J'arrive à la cathédrale Saint-Andrew et c'est assez décevant. En plus de payer un droit d'entrée de 6 livres, c'est une toute petite cathédrale sans réellement de charme. Sa construction n'a jamais abouti car le manque de fonds a empêché la construction des 2 tours géantes de la conception originale. Le long de la rivière Ness, le calme règne et on arrive vite à trouver l'endroit sauvage alors que la ville n'est qu'à quelques pas. Puis me voilà au jardin botanique. L'endroit est magnifique, surtout la serre principale. On se retrouve dans un petit endroit aménagé comme un lieu de repos de princesse. Les jardins offrent une pause tranquille, loin de l'agitation de la vie urbaine. Au milieu de magnifiques jardins, d'étangs, de plantes tropicales, des cactus et bien plus encore, c'est un de ces endroits où il fait bon s'asseoir, ouvrir un livre et oublier le monde. Le calme y est presque irréel, comme si le temps lui-même ralentissait. Il y avait aussi une exposition, mais je dois avouer que je n'y ai pas compris grand-chose. Entre les bouts de bois et le tas de feuilles au sol, je me suis sincèrement demandé si ça faisait partie de l'installation ou si le jardinier n'avait pas ramassé les feuilles. Avec l'art contemporain, on se méfie. On n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Inverness fut une belle surprise par sa beauté. Et il est temps pour moi de me diriger vers d'autres découvertes. Bon bah voilà, on a fini le petit tour d'Inverness. C'était très mignon, très sympa. Le jardin était sublime. Donc voilà, donc là je suis posée à un petit café. On prend du thé, encore du thé. Mais voilà, donc mon train à 18h et après direction Aberdeen. Bon, enjoy. Life is beautiful. Yes, Beautiful, yeah. It's always beautiful, yeah. You want the tickets? Yeah, if you have that, I'll bring that. It'll be magnificent. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? From France. You're from France, eh? Yeah. I'm from Scotland, yeah. Ah, Are you here for holiday? yeah. Is your ticket on your phone? Yeah. Just leave that. You carry on your information there and I'll see you later, okay? Okay, thank you. Au revoir. Au revoir. Where are you going to? What? Where are you going? Aberdeen. Lovely. Yeah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, les interactions adorables avec les Écossais. Arrivé à Aberdeen. Bon, je suis arrivée tard. Parce que, en fait, entre Inverness et Aberdeen, en gros, il y a des moments où il n'y a qu'une voie. Et quand tu as un gros train devant toi, en fait, il faut que mon train se décale. Ah, ils ont des voies spéciales pour se décaler ou je ne sais pas quoi. Et en gros, tu laisses passer les plus gros. Donc, on s'est arrêté 2-3 fois pour laisser passer les trains. Et voilà. C'était que 2h30. Mais ressenti 6h. Même mon premier voyage jusqu'à Fort Williams qui va durer, je crois, 4h30, j'ai l'impression que c'était moins long. Il est 22h. Il va être 22h. Donc je vais pas faire de vieux os. Demain,
j'ai le train à 16h quelques pour Édimbourg, qui est donc la dernière étape du voyage. J'aime moins la côte est que la côte ouest. Elle est un petit peu plus campagnarde. Elle est plus campagne française, je trouve. T'as moins l'impression d'être en Écosse, quoi. C'est, quand tu dis Écosse, tu penses pas au paysage qu'il y avait. Ciao tout le monde! Après un bon petit déjeuner toujours composé de haggis, je me dirige vers ma première expo de la journée. Aberdeen est l'un des plus importants ports du Royaume-Uni et aussi la capitale du pétrole offshore. Alors, un musée maritime y a tout à fait sa place. Ouvert en 1997, ces collections comprennent des vestiges sur la construction navale en charpente, la pêche, l'histoire du port et expliquent le fonctionnement des forages pétroliers en mer du Nord. Le musée est assez grand et même si moi il ne m'a finalement pas plus intéressé que ça, on y trouve quand même de superbes pièces. Et puis, direction la galerie d'art, car il y avait une exposition qui m'intéressait beaucoup, les monstres sous la mer. On y retrouve pas mal de folklore, né de la peur des eaux profondes et de l'imaginaire. Il y avait toutes sortes de choses. Des choses qui existent et puis des choses qui n'existent pas, comme cette sirène recomposée qui est en fait une tête et un torse de singe fusionnés avec un dugong, qui est une sorte de lamentin. L'expo manquait vraiment de pièces, elle faisait assez vide. Mais quelques pièces étaient quand même assez impressionnantes, comme ce crâne d'orque et cette gueule de requin. Ma visite de la ville se termine sur un front de mer animé et joyeux. Malgré le beau temps, je ne me suis pas risquée à plonger une tête dans la mer, mais j'y ai vu quelques courageux. Footdee signifie le pied de la Dee, qui est le fleuve se jetant dans la mer à cet endroit. Cet ancien petit village de pêcheurs abrite des maisons basses conçues pour se protéger du vent et des tempêtes. On dit que les pêcheurs ne tournent jamais le dos à la mer, même en discutant entre eux. Et une sirène vivrait près de l'embouchure du fleuve Don, et que les habitants auraient fini par dresser une croix près de l'eau pour la chasser. Depuis, certains disent qu'aux nuits de tempête, on peut encore entendre son chant au large. Et ma journée s'achève dans le train, en route vers Édimbourg. Sous un ciel étrange, je repense à ce voyage merveilleux et à tout ce qu'il m'a offert. Je me laisse alors aller à mes pensées, portée par le rythme du train et la douceur de ce dernier trajet. Love from the first light, I was taking you, stirred from a dream. You were not yet awakened. I knew this feeling would stay always. For some things in life you can be certain, like birds in season who keep returning. I'll fly across the ocean and never lose my way. Ça y est, on est arrivé à Édimbourg.
Va falloir que je trouve l'hôtel maintenant. Je me suis arrêtée une station avant ce que je devais faire. Je devais aller au terminus, je me suis arrêtée une station avant. Putain, le soleil il éclate la gueule. Ça a l'air très beau. Ça a l'air très beau et d'un beau. Je sens que je vais bien me plaire dans cette ville. Bon, et ben on va aller chercher l'hôtel. Et en arrivant à l'hôtel, je me retrouve face à un léger souci. Voilà, les problèmes commencent. Mon hôtel est fermé. Il n'y a personne à l'accueil. Bon, bah on va trouver des solutions. On s'en fout. On aura toujours un endroit pour dormir. J'ai des sous, donc pas de panique. Pas de panique, on ne panique pas, tout va bien. Mais c'est chiant quand même. Eh ben vous êtes déjà là vous. Bon, ben je vais vous raconter. C'est très édifiant. Bon, on est enfin arrivé. Une galère. Finalement, je sais même pas par où commencer. Je suis donc bloquée dehors. Je tambourine, il ne se passe rien, personne. En plus, tu le vois, le desk, le bureau là où la personne est censée te recevoir. Tu la vois, juste là, tu vois qu'il n'y a personne. Il y a des numéros, j'essaye d'appeler les numéros, mon téléphone raccroche tout de suite. Finalement, c'est des clients qui sortent, qui m'ouvrent la porte, je leur demande est-ce qu'il y a quelqu'un. Ils disent bah non. J'attends sur la réception, je fais un tour dans l'hôtel pour voir s'il y a quelqu'un qui, peut-être il est tout seul et il fait du ménage, je sais pas. Personne. Donc je me dis, je vais prendre leur téléphone, je vais composer le numéro d'urgence qu'ils mettent à la sortie. Et au moment où je vais prendre le téléphone, il y a un couple qui descend. Donc je leur dis, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un comment ça se passe pour le checking? Ils me disent, ah mais alors attendez. Et c'est eux qui m'ont tout expliqué. Tu te rends compte que toi, là, je suis dans un hôtel qui est censé être de luxe. Je me suis fait un kiff de me mettre dans un hôtel de luxe. Donc c'est les clients qui te renseignent et qui te donnent les informations. Donc la nana, elle m'explique, bon bah vous voyez, là, il y a des petites boîtes. Ils ont dû vous laisser une lettre avec vos cartes, les instructions. Je dis ok. Ok, outre le fait qu'il n'y ait personne pour m'accueillir, qu'il n'y ait pas de service pour m'expliquer tout ça, je trouve ça pas bien. Mais comment j'accède, si personne m'avait ouvert, comment j'accède à l'intérieur? Parce que les boîtes sont à l'intérieur. Si je n'ai même pas le code pour rentrer à l'intérieur, comment tu veux que ça se passe? Je sais pas. Tu comprends pas, j'aurais pu rester bloquée dehors pendant des heures. Hein. Je sais pas, c'est un truc de luxe. Enfin, j'ai payé un prix qui est quand même conséquent. Et en plus, je sais pas si vous entendez la rue. Parce qu'attendez, la chambre aussi. Donc désolée parce que la fenêtre est ouverte, je n'arrive pas à la fermer. C'est des vieux systèmes coulissants à l'ancienne avec des cordes. Je ne sais pas où ça se récupère. Je ne sais pas comment la fermer. Et j'ose pas fermer, j'ose pas forcer. Donc je m'en occupe après. Pour l'instant, j'essaye de me détendre. Donc finalement, j'arrive dans ma chambre. Et voilà, la chambre, c'est pas fou, hein. Ok, j'ai une cuisine. J'ai pas envie de cuisiner. Désolée, j'ai pas... Ma salle d'eau, la douche a été utilisée. Il y a de l'eau par terre et le truc est trempé. Mais il y a de la poussière sur les tables de chevet. La table, il y a une table, il y a des pets dessus. Bon, la tapisserie, après, c'est une question de déco, mais ça fait vieux. Et c'est censé être une suite de luxe. Ouais. Bah tiens, il y a la lumière qui clignote maintenant. Waouh. Ça mérite pas son prix. Hein. Ah, clairement pas. Ah là, non, pas du tout. C'est pour dormir. On va relativiser. Là, nous sommes donc samedi soir. Nous repartons que mercredi.
suis un peu triste. C'est la dernière étape. Dans le train, j'étais un peu triste quand même. J'avais pas mal... J'avais des souvenirs et tout ça. Mais bon, Édimbourg a l'air incroyable. Ça a l'air d'être une ville très très belle. Il y a énormément de choses à voir. Donc je pense qu'on va courir, tout en prenant son temps. Important. Ciao. Et voilà, premier jour à Édimbourg. J'ai assez mal dormi. En fait, mon esprit, je crois que j'ai vu trop de films d'horreur. L'hôtel, il m'a pas du tout mise à l'aise. J'ai pris ma douche en regardant la porte. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui débarque. J'ai mis des chaussures derrière la porte, au cas où si quelqu'un venait me rendre visite pendant la nuit. J'étais pas à l'aise du tout, comme si... J'ai regardé, il y a une armoire, j'ai regardé s'il n'y avait pas un double fond. Enfin, genre, il y a un côté paranoïaque qui s'est installé hier soir. Donc, voilà, moi, je me suis réveillée, il n'y avait aucun souci, bien sûr. Hein. Mais voilà. Bon, en fait, je me rends compte que il y a énormément de choses à faire à Édimbourg. Énormément. Donc, on est dimanche, je repars mercredi. Et je crois que j'aurai pas le temps de tout faire, de tout visiter. Je pense que pour Édimbourg, pour bien en profiter, il faut se faire une semaine. Je pense qu'une semaine, c'est bien. Là, même 4 jours, je vais voir les principales attractions, quoi. Et on va commencer la journée. Allez, c'est parti! Et je commence ma journée par le zoo d'Édimbourg. Et je découvre rapidement quelque chose à propos de la ville. On est au zoo. Et j'en peux plus. C'est un zoo qui est sur une sorte de... Alors, c'est pas une colline, parce que c'est quand même un peu plus dur. Mais putain, les tibias dès le matin, là... Technique, on m'a dit, c'est de monter tout en haut pour après redescendre et chiller tranquille. Mais alors la montée, putain. Eh oui, ma vieille, ça va être encore que de la montée et de la descente pour les prochains jours. Bon, on m'a dit qu'il fallait monter pour voir aussi le panorama. Mais bon, pas convaincu, hein. En attendant de constater que ce n'est pas encore pour aujourd'hui que je vais laisser mon cardio de côté, j'apprends qu'un animal s'est échappé et évidemment, fallait que ça soit moi qui tombe dessus. C'était un peu improbable d'avoir un parc à dinos et je les aurais bien vus en animatronics pour l'immersion. Je poursuis ma promenade dans ce vaste zoo, tout en prenant conscience qu'à force d'en visiter à chaque voyage, un certain malaise s'installe. Les animaux sont fascinants, oui, mais chez certains, une forme d'ennui ou d'abattement transparaît. Je me demande alors ce qu'ils peuvent bien penser, est-ce qu'ils sont heureux ? Bon, je suis peut-être un peu trop empathique. Eh bah, les joies de la nature. Hein. C'est un pigeon. Bon bah ça va mieux, hein. Rien ne vaut un bon cochon carnivore pour passer une bonne journée. Le petit rituel obligatoire de voir mes chouchous, qui, je le rappelle, sont des animaux totalement psychopathes. Et puis j'ai la chance de tomber sur l'heure du repas des loutres, et je craque totalement sur leur petite bouille et leur côté malicieux. Après cette visite qui m'a bien duré quelques heures, je reviens vers la capitale pour continuer la découverte. J'ouvre les portes d'un musée incroyable, le Musée national d'Écosse.
Né de la fusion entre deux musées, ce musée propose une quantité énorme de collections sur plein de sujets différents. Il y a la science et la technologie, avec des pièces surprenantes. Coucou Dolly. L'histoire naturelle, avec une panoplie gigantesque d'animaux. Beaucoup d'animaux. Je crois que ce musée est en fait l'Arche de Noé. Il y a la géologie, avec ses pierres semblant venir d'ailleurs. J'ai eu une section préférée, qui fut celle des cultures du monde. Il y avait tout un tas de costumes traditionnels par pays. Il y avait aussi des objets de rituel ou ceux de coutume. D'un seul coup, j'entends un grand vacarme qui résonne dans le bâtiment et j'arrive à trouver la source. Une horloge Millennium de plus de 10 mètres de haut créée par 4 artistes. Ces détails sont impressionnants. Chaque petite pièce qui l'en compose raconte une partie du folklore et de l'histoire slave. Et infatigable, elle sonne toutes les heures depuis le 1er janvier 2000. Je crois que ma pièce préférée fut cette statue d'ange, faite d'argile et d'or. Ce musée est impressionnant par son bâtiment, avec cette grande verrière. Et il faut, je pense, y passer une matinée, voire une demi-journée, pour en profiter un maximum. Comme je l'avais déjà dit, les musées sont comme un pêle-mêle de plein de choses incohérentes entre elles. Mais dans ce musée-là, c'est tellement bien agencé, ce qui fait qu'on n'est pas étourdi par le mélange des thèmes. Pour cette fin de première journée, je me mets à flâner dans le Royal Miles, qui est l'artère principale de la vieille ville. Et je tombe pile pour des défilés, car Édimbourg fête ses 900 ans. On revit les batailles des Anglais contre les Jacobites, ça tire au fusil, on prépare la plus grande chaîne de danse écossaise mondiale. Bref, l'ambiance est à la fête. Mais moi, je m'éloigne un peu de tout ça pour essayer de trouver un moment calme. J'écoute la vie grouiller au son des cornemuses. Aux rencontres insolites faites sur le chemin. Puis je m'engouffre dans des closes, qui sont des petites ruelles qui servaient à relier la rue principale avec les habitations. Ce sont les veines secrètes de la vieille ville, même si moi j'appelle ça tout bonnement un coupe-gorge. Et je finis par me laisser porter là où mes pas me mènent. Finalement, je rejoins mon hôtel, émerveillé par la beauté d'Édimbourg. Un peu éloigné du centre, Dean Village est une petite bulle de calme dans l'euphorie de la ville. Au XIVe siècle, il était nommé le pauvre village, dû à une mauvaise réputation. Mais désormais, c'est devenu le quartier résidentiel le plus prisé et cher d'Édimbourg.
Puis, je me dirige vers le Greyfriars Bobby. Bobby était le nom donné à un petit chien. Et selon l'histoire, il aurait monté la garde jusqu'à sa mort sur la tombe de son maître pendant 14 ans. Le voisinage ému le nourrissait et le protégeait. La ville adopta même une loi spéciale pour lui éviter la capture, car normalement les chiens errants sont abattus. Dans ce cimetière, on peut retrouver des noms qui ont inspiré la saga Harry Potter, comme McGonagall ou Jedusor. Ce cimetière est censé être l'un des endroits les plus hantés d'Écosse. Des ghost tours sont même organisés la nuit, mais il y avait tellement de chahut autour de moi que je n'ai pas pu m'imprégner du lieu. La pluie commençant à tomber, je me suis réfugiée dans la petite église centrale qui était très mignonne. Et pour une fois, je n'ai aucune anecdote sur ce lieu. Au détour d'une close, je remarque un musée qui attire mon attention, le musée de la sorcellerie. C'est un musée très théologique et historique sur pas mal de formes de religions alternatives, avec les druides, les wiccans et j'en passe. Il y avait beaucoup de lectures et même si j'étais passionnée par ce que je lisais, j'ai assez vite décroché, car c'était assez technique. On peut même y trouver un petit chat, retrouvé momifié dans les murs qui veillent sur le musée. Puis, je me dirige vers la cathédrale et là, quelle claque! En franchissant le seuil, la splendeur du lieu me coupe le souffle. Elle fut fondée au XIIe siècle. Elle est dédiée à Saint Gilles, un saint français vénéré au Moyen-Âge. C'était le patron des lépreux, des mendiants et de la ville d'Édimbourg. Bon, je ne vais pas refaire un cours d'histoire, mais c'est dans cette cathédrale qu'a eu lieu en 1637 une émeute menée par Jenny Gillies, qui lança un tabouret sur un prêtre qui officiait avec un nouveau livre de prière d'un autre mouvement religieux. Ce fut les prémices de la première révolution anglaise de 1642, soit 5 ans plus tard. Si la bâtisse est incroyable, la chapelle l'est encore plus. La pièce n'est que dentelle de pierre et de bois, ce qui fait de cet endroit mon endroit préféré de tout Édimbourg. Et je me redirige vers le Royal Miles pour voir le fameux musée d'Harry Potter. Et bah ça n'en vaut pas le coup. J'ai rien payé, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. C'est juste une boutique. Tu fais la queue dehors parce que c'est trop petit. Les goodies en plus n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les collectionneurs. Ah non, c'est complètement surcoté. Les boutiques alentours vendent des trucs bien plus sympas et un tout petit peu plus original. Un peu comme ce portrait de rock sur lequel j'ai failli craquer. J'en profite pour m'arrêter pour prendre une petite bière au beurre à l'Elephant House, célèbre pub où J.K. Rowling a écrit sa saga. L'endroit avait brûlé et la première réaction du patron à l'époque, c'est d'avoir sauvé la table où elle avait écrit. Chacun ses priorités, L'endroit est calme, les gens chuchotent. Et avant de partir, je signe les toilettes, comme tout bon Potterhead, et je termine ma journée sur cette note sucrée et réconfortante. Bon, et c'était 2 jours hyper intenses. Donc je vous ai pas fait de débrief hier parce que j'étais morte de chez morte. Mais voilà, hier j'ai fait le Mary King's Cross, qui est en fait, tu visites les souterrains. J'ai absolument rien compris. C'était de... Il y avait l'accent, le guide était irlandais, avec un accent écossais, plus irlandais, plus de l'ancien anglais. Donc je ne bitais rien. J'ai juste compris qu'il y avait un fantôme d'une petite fille et qu'il fallait faire une offrande.
C'était pendant la période de la peste et tout ça. J'ai fait le donjon d'Édimbourg, qui raconte un peu l'histoire d'Édimbourg. Pareil, j'ai pas tout compris. Il y a plein d'animations avec des acteurs et tout, c'est hyper sympa. Franchement, c'est très très sympa. Cette ville est incroyable. Elle est incroyable. Il faut y rester une semaine. Je pense que la bonne durée, c'est une semaine pour avoir le temps. J'aurais pas le temps d'aller à la plage. Il y avait des trucs autour que je voulais aller voir. Je ne vais pas pouvoir. Mercredi, mon avion est tard. Donc, je vais peut-être essayer de prendre des places pour le château d'Édimbourg pour aller le visiter. Et si ce n'est pas le cas, ça me donnera l'occasion de revenir et de faire ce que je n'ai pas pu faire. Voilà. Bon. Je vais aller prendre une douche. Je vais me poser. Demain, je peux faire une grasse mat. Demain, enfin. Je crois que le plus tard où j'ai dû me réveiller, c'est peut-être 8h ou 8h30, un truc comme ça. Donc, je vais peut-être pouvoir faire une grasse mat demain. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne journée, en fonction de là où vous regardez. Et la suite plus tard. Salut! Pour mon dernier jour, je me rends au château d'Édimbourg pour y passer les dernières heures qu'il me reste en terre d'Écosse. Je ne pourrais pas vous raconter son histoire, sinon la vidéo durerait 6 semaines, tellement ce château a vécu et tellement il y a d'anecdotes. Perché sur un ancien volcan éteint, il domine la ville depuis plus de 900 ans. Ce fut à la fois une résidence royale, une place forte militaire, une prison. Il abrite les joyaux de la couronne d'Écosse et aujourd'hui, c'est le monument le plus visité d'Écosse, emblème de l'histoire et de l'identité écossaise. À 13h, j'ai pu voir en action le 1 o'clock gun, qui servait à guider les bateaux pour régler leur horloge maritime, car on l'entend jusqu'à 12 km alentour. Et pourquoi 13h au lieu de midi ? Parce qu'il est plus économique de tirer qu'une seule balle plutôt que 12. Un mémorial se trouve à l'entrée pour la mémoire des innocents assassinés lors des chasses aux sorcières. Mangeant mon dernier à Guise, je me prépare à dire adieu à l'Écosse. Je quitte ces terres où la brume danse avec les montagnes, où la pierre garde la mémoire des rois et des rébellions, et où chaque souffle de vent porte une légende oubliée. J'ai entendu les voix du passé dans les ruelles étroites d'Édimbourg, et j'ai senti mon âme s'enraciner dans les montagnes de l'île de Skye. Je repars, mais une part de moi demeurera toujours entre ces collines voilées de brume. Merci d'avoir marché à mes côtés. J'espère vous avoir transmis un peu de cette magie, de ce pays où l'âme trouve enfin le repos.